Bonjour, bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de comment libérer les données, comment donner de la valeur à vos données. Pendant cette émission, je vais faire un échange avec deux invités. J'ai invité de chez SAP Émilie Almouzny, qui est Enterprise Architect, et Raphaël Walter, qui est Solution Advisor. Pendant toute cette émission, vous savez que nous avons des experts qui sont là et qui sont présents pour répondre à vos questions dans le chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, nous y répondrons en direct. Sans plus attendre, je suis ravi d'accueillir ma première invitée. Bonjour Émilie. Bonjour Florian. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre métier ? Oui, alors comme vous le disiez, je suis architecte d'entreprise chez SAP et je travaille principalement avec les entreprises du secteur de l'énergie et des ressources naturelles. Je les accompagne dans leurs projets de transformation d'entreprise. Il peut s'agir d'une modernisation d'un paysage système complet ou d'une modernisation plus ciblée avec des projets d'upgrade vers S/4HANA ou encore des projets liés à la data et à l'analytics. La data, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus les tendances que l'on voit sur le marché autour de la donnée ? Oui, alors à ce jour, on est toujours sur une tendance d'explosion de la donnée, quel que soit son type, qu'elle soit structurée ou non structurée, et quelle que soit sa provenance, peu importe son système ou son application métier. La seconde tendance, c'est la migration vers le cloud. Alors ça peut concerner une migration plutôt technique d'une application existante ou la migration vers une nouvelle application dans le cloud qui va apporter plus de flexibilité. Et enfin, une dernière tendance ou un des derniers besoins que l'on recense, c'est le besoin de délivrer de l'intelligence. Donc c'est de mettre à profit la valeur de la donnée pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors, pour répondre à ces enjeux, quel type de solutions voit-on émerger sur le marché ? Alors, depuis quelques temps, on voit émerger des data lakes qui vont permettre de centraliser et de stocker massivement les données. Alors, même si ça répond à cette notion et cette problématique de stockage intensif de la donnée, ça n'apporte pas de réponse clé en main sur le comment tirer profit de la valeur de la data. Et on est bien sur un besoin d'avoir une solution intégrée, bout en bout, qui va permettre d'orchestrer l'ensemble des données de l'entreprise. Donc, on va vouloir avoir des types de solutions qui vont permettre de traiter complètement la donnée, en quelque sorte une usine de traitement de la donnée, une data factory ou une data fabric. D'accord. Vous pouvez préciser un petit peu ce que c'est qu'une data fabric ? Tout à fait. Alors, une data fabric, en termes simples, c'est un catalyseur des données de l'entreprise. Donc, ça repose sur une architecture unifiée, des services et des technologies qui vont permettre de gérer la donnée de bout en bout. Alors, c'est un concept qui a pour finalité de mettre en valeur les données et de pouvoir en tirer le meilleur parti possible pour assurer finalement la pertinence de prise de décision prise sur ces mêmes données. Un autre point qui est très important, qui est nécessaire de relever, c'est si on veut aller un tout petit peu plus loin sur cette notion de data fabric, c'est le sens que l'on va apporter à cette donnée. Et un des gros enjeux est la capacité de garder le contexte de cette data. Si on prend un chiffre, un indicateur, sorti de son contexte, un utilisateur n'est pas capable de le comprendre et de l'exploiter. Du coup, on va avoir ce besoin-là d'avoir cette notion un petit peu métier en plus de cette usine de traitement de la data. Donc, on a aussi des éléments concernant les différents projets de data lake qui ont déjà eu lieu, selon une étude Accenture, qui explique que jusqu'à 80% du temps est consacré à la recherche et à la recréation du contexte de la donnée. Et c'est donc pour cela que SAP s'est intéressé à cette notion de recherche de contexte. Et on parle plutôt aujourd'hui de business data fabric. Donc c'est toute une capacité à mettre du sens dans la donnée, à pouvoir garder son contexte. L'objectif, c'est bien de mettre à disposition de l'ensemble des consommateurs de l'entreprise des données pertinentes en gardant le contexte et la logique métier intacte. D'accord. Et donc, c'est ce que SAP est capable de proposer, cette Business Data Fabric. Je vous laisse dire le nom de la solution qui est proposée. Alors, la Business Data Fabric, ça permet plusieurs choses. C'est simplifier le paysage système avec une solution unifiée. C'est permettre de manipuler des données en temps réel en limitant la duplication ou la réplication des données. C'est la capacité aussi d'apporter du cataloguing de la donnée et des métadonnées. Et enfin, c'est la capacité de donner ce sens à cette data pour que les utilisateurs puissent l'exploiter. Et pour répondre à tout cela, SAP propose
sa solution SAP DataSphere. SAP DataSphere, ok. Alors, pour éclairer nos auditeurs, il y a quelques temps de ça, SAP mettait en avant dans la solution, dans le domaine du stockage de données, il y avait une solution qui s'appelait Data Warehouse Cloud. Donc, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu par rapport à Data Warehouse Cloud, DataSphere, qu'est-ce qui est arrivé? Tout à fait. Alors, Data Warehouse Cloud, comme son nom l'indique, est une solution qui était dédiée à la modélisation et l'entreposage de données. En parallèle de cela, on avait aussi chez SAP une solution d'orchestration des données appelée Data Intelligence. Et dans les faits, Data Warehouse Cloud et Data Intelligence s'avéraient être complémentaires pour traiter la donnée de bout en bout. Donc, ce qu'SAP a aujourd'hui proposé, c'est de combiner ces solutions, de conserver le socle Data Warehouse Cloud et d'y ajouter des nouvelles fonctionnalités issues de Data Intelligence. Donc, on va retrouver des fonctionnalités de cataloging, d'intégration de données. Donc tout cela est devenu aujourd'hui SAP DataSphere. D'accord. Donc quand vous dites qu'on conserve le socle Data Warehouse Cloud, pour les clients existants Data Warehouse Cloud, qu'est-ce qui se passe? Alors, depuis le 8 mars 2023, qui était la date d'annonce de SAP DataSphere, l'ensemble des tenants Data Warehouse Cloud sont passés à DataSphere via une mise à jour automatique et complètement transparente. Cela veut dire que les utilisateurs de Data Warehouse Cloud, anciennement de Data Warehouse Cloud, bénéficient dès aujourd'hui de l'ensemble des nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées. Il y a un autre point, Florian, qui est important de noter, c'est en termes de licensing, le mode de fonctionnement de DataSphere a évolué. Nous ne sommes plus aujourd'hui sur une consommation au mois, mais une consommation à l'heure qui va permettre d'optimiser les coûts en fonction de l'usage. D'accord, donc un changement au niveau du licensing. Plus de fonctionnalités, une solution plus complète. Donc, si on revient sur DataSphere, est-ce que vous pouvez me donner un peu plus de détails sur cette solution? Alors, DataSphere, c'est tout un ensemble de fonctionnalités qui vont permettre l'intégration de données avec des mécanismes TL, la fédération, virtualisation de la data, bien évidemment le modeling et l'entreposage de données, le cataloguing pour les métadatas et la capacité d'avoir cette couche sémantique pour donner du sens à la donnée. Parce que c'est bien ce sens de la donnée qui va permettre l'exploitation et la libération des données de l'entreprise. Mais je laisserai mon collègue Raphaël Walter vous en dire plus dans un moment sur l'ensemble des fonctionnalités de DataSphere. Je voulais juste ajouter un point, c'est que côté SAP, on a aussi noué des partenariats avec différentes entreprises. Ce sont des outils tiers qui sont très utilisés aujourd'hui chez nos clients. On a par exemple fait un partenariat avec la société Colibra, qui est un outil de cataloguing très puissant et qui, combiné à SAP DataSphere, va permettre aux clients de ces deux solutions d'avoir un cataloguing complet de leurs données. Nous avons également un partenariat avec DataRobot, Databricks et Confluence. Mais encore, plus récemment, SAP a annoncé lors du Sapphire 2023 un partenariat stratégique avec Google. Google est une solution qui est très utilisée pour le stockage des données de nos clients. Et il s'intéresse également à toute la partie stockage des données de trafic web. Ce qui va se passer avec DataSphere, c'est la mise à disposition d'un connecteur bidirectionnel certifié qui va permettre aux deux solutions d'interagir ensemble. D'accord, donc annonce de Sapphire 2023, un grand partenariat avec Google qui va aboutir sur la création d'un connecteur bidirectionnel. Donc derrière, évidemment, on va pouvoir lier les données d'un data lake avec DataSphere, la partie Data Fabric, Business Data Fabric proposée par SAP. Quand on voit un peu l'évolution de SAP dans ce monde des bases de données, on avait des clients, et il y a encore beaucoup de clients qui sont sur BW. Qu'est-ce qu'il advient de cette solution? Alors, la question de l'avenir de BW est une question récurrente qui se pose à chaque fois que SAP va sortir une nouveauté autour de la data. Il faut noter que BW, c'est la solution historique de data warehousing de SAP. C'est une solution qui a plus de 20 ans et qui a été majoritairement utilisée par nos clients ERP. Cette solution, sur sa dernière version, SAP BW Fort, continue d'être maintenue par SAP jusqu'en 2040. Et cette date correspond également à la date de stratégie de maintenance de la solution ERP SAP S/4HANA. Donc BW reste maintenu par SAP à minima jusqu'en 2040. D'accord. Et pour les clients qui sont convaincus de la nécessité d'avoir une data fabric, puisqu'on le disait en introduction, c'est les grandes tendances qu'on voit sur
sur le marché. Comment les clients peuvent faire évoluer justement leur BW vers SAP Datasphere? Alors, si on veut être exhaustif, il y a 3 approches pour faire évoluer un système BW. La première approche, un petit peu conservative, consiste à conserver le BW sur une version maintenue, s'il correspond aux attentes et aux exigences des clients. Néanmoins, c'est une approche qui ne va pas vous apporter de nouveautés et les différentes innovations autour de la data proposées par SAP. Et donc, on a encore 2 approches. Une approche dite hybride, qui est, elle, plus innovante, où on va avoir la capacité de combiner un système BW avec un système Datasphere. C'est-à-dire que Datasphere va venir se positionner en extension du système BW et se sourcer sur ce système pour récupérer les données et les exploiter. Ça permet donc de bénéficier en partie des nouvelles fonctionnalités. La dernière approche consiste à utiliser la fonctionnalité SAP BW Bridge. Donc cette fonctionnalité, c'est un nouveau service cloud qui va permettre finalement de récupérer les objets d'un système BW et de les mettre dans Datasphere au sein du SAP BW Bridge. Donc c'est en quelque sorte le chemin de migration. Il y a un outil dédié, c'est le pont qui va permettre de récupérer le contenu d'un système BW. L'objectif est clair, c'est qu'à la fin du chemin de migration, on décommissionne le système BW existant. D'accord. Donc, en fonction de leur stratégie, les clients ont le choix soit de conserver leur BW, soit de faire une migration de leur BW vers Datasphere. Et puis, l'étape intermédiaire, entre guillemets, c'est de conserver un BW et d'utiliser Datasphere pour tout ce qui est nouveau cadre d'innovation, Data Fabric. On en a parlé encore. Donc sur la partie BW Bridge, il y a un des composants de BW qui est assez spécifique, c'est tout ce qui est interface DSP qui permettent de manipuler les artefacts. Est-ce que ça, spécifiquement, c'est conservé, c'est disponible? Alors, pour gérer les objets BW au sein de Datasphere dans un BW Bridge, qui est un sous-ensemble de Datasphere, on va avoir 2 interfaces. Une interface Eclipse qui va mettre à disposition un outil de modélisation qui s'appelle le BW Modeling Tool, et une deuxième interface qui s'appelle le BW Bridge Cockpit qui va permettre d'administrer les objets et de monitorer les différents chargements. Il faut noter que ces 2 interfaces sont exactement les mêmes interfaces qui sont utilisées sur des versions BW4HANA. Donc, nos clients retrouvent exactement le même type de fonctionnement de leurs artefacts BW au sein de Datasphere. Donc, les artefacts, quels sont-ils? Les objets de modélisation, les Advanced DSO, le Business Content, que l'on peut réactiver dans le BW Bridge, les extracteurs et également le paramétrage ABAP. Donc, tous ces objets peuvent continuer de perdurer au sein de SAP BW Bridge dans Datasphere. D'accord, donc ça rassure les clients effectivement sur la partie migration de la faisabilité. Ça, c'est pour les clients existants qui ont un BW. Si maintenant on élargit un petit peu, je me mets à la place d'un client qui n'a pas de BW ou qui implémente un nouveau client qui implémente un S4 ou même d'autres solutions SAP, on parle de SuccessFactors, de Concur, des choses comme ça. Quelle est l'approche qu'on met en avant? Alors, dans le cadre de l'implémentation d'un ERP SAP, on va pouvoir faire différentes choses. La première approche, si le client a un usage intensif des extracteurs BW, il va donc pouvoir utiliser le BW Bridge pour continuer d'exploiter les extracteurs et récupérer les données à partir d'un système soit ECC, soit S4HANA. Ce qu'il faut noter tout de même, c'est qu'avec un système S4HANA, on a une connexion native à Datasphere. Cette connexion native, elle se fait au travers d'objets virtuels que l'on appelle des CDS-Views, des Core Data Services Views. Ces views sont considérés comme les nouveaux extracteurs en remplacement des anciens extracteurs BW. C'est la méthodologie à privilégier pour une connexion entre S4HANA et Datasphere. Un autre point, et je reviens encore sur ce sens de la donnée, ce sont bien ces CDS-Views et cette connexion native à Datasphere qui va permettre de conserver ce sens de la donnée et de pouvoir l'exploiter et d'en tirer le meilleur parti. Très bien. Dernier point, vous parliez en introduction, et puis même vous avez rappelé l'accord avec Google, le partenariat avec Sapphire. Donc on parle de tous ces data lakes. On a beaucoup de clients, il y a beaucoup de clients qui ont implémenté ces data lakes, qui ont mis en place ces data lakes, donc des sources souvent non SAP. Comment Datasphere se positionne spécifiquement par rapport à ces data lakes? Alors, le positionnement de Datasphere, c'est un positionnement dit hybride, un positionnement complémentaire d'une approche data lake qui a déjà potentiellement été mise en place chez un client.
L'idée, c'est que DataSphere s'intègre parfaitement dans un paysage système hétérogène, notamment avec des data lakes. On met à disposition dans DataSphere tout un ensemble de connecteurs natifs qui vont permettre de se connecter à tout un ensemble de sources, dont les data lakes. Et ça va vous permettre de combiner les données issues d'un data lake avec des données issues de DataSphere. Et dans la partie DataSphere, on conserve le contexte apporté par SAP. Et donc, on passe moins de temps à retravailler les données. C'est ça ? Exactement. Parfait. Merci beaucoup, Émilie, pour cette séquence très intéressante. Les parties, donc, DataSphere, un business data lake. Je vous invite à rejoindre les coulisses et je vais maintenant accueillir mon deuxième invité, Raphaël Walter, qui va nous parler un petit peu plus en détail des fonctionnalités à proprement parler. Il va nous les démontrer de la solution DataSphere. J'accueille maintenant Raphaël Walter, qui est Solution Advisor et Data Expert chez SAP, pour venir nous parler un peu plus en détail de DataSphere. Bonjour Raphaël. Bonjour Florian. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre métier chez SAP ? Alors, je suis expert sur la BTP, tout particulièrement, donc, comme vous l'avez dit, sur la partie data management, donc, ce qui inclut l'intégration des données, la gestion des données. Et j'aide aussi nos clients sur la partie informatique décisionnelle, modélisation et aussi toute la partie prédictive. D'accord. Large spectre. Avec Émilie, on avait parlé de la stratégie SAP pour tirer de la valeur des données tout en maintenant le contexte. C'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup insisté. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu en avant, en détail, les fonctionnalités de SAP DataSphere ? Alors, bien entendu, donc, dans les fonctionnalités de DataSphere, vous allez avoir naturellement en fait, toute la partie intégration des données. C'est vraiment le cœur de cette solution-là. Donc en fait, on va pouvoir intégrer donc, les flux des données, soit avec un flux de transformation, on va dire comme dans un ETL classique. Vous allez donc pouvoir transformer les données, les charger ensuite pour les avoir dans DataSphere. Mais il y a aussi toute une partie de fédération des données. C'est-à-dire qu'en fait, on peut virtualiser en fait, nos modèles, nos données, les tables, les vues, sans avoir besoin de les recopier physiquement dans DataSphere. Donc on gagne de l'espace, on n'a pas répliqué la donnée. Exactement. Donc on est dans une virtualisation et en fait les données sont tout simplement à la demande, vont être accessibles à ce moment-là. Donc ensuite, il y a aussi une nouvelle, donc vous parliez des nouvelles fonctionnalités, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le flux de réplication. Et donc les flux de réplication, c'est quelque chose qui va nous permettre de faire une réplication 1 à 1 entre, par exemple, des tables pour les récupérer ou des CDS pour les récupérer et venir les répliquer en fait dans DataSphere. Ensuite, il y a toute une partie, donc là on était dans l'intégration, il va y avoir une partie donc, de gestion de la donnée. Et donc pour cela, il y a ce qui s'appelle la notion de space, d'espace. Donc là, c'est plus pour l'IT. L'IT va être capable en fait, de gérer les quantités de stockage et de mémoire qui va être mis à disposition des utilisateurs. Il faut vraiment voir cet espace comme un univers cloisonné où il va y avoir des données et les utilisateurs vont pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent. Et entre autres, donc, il y a une autre nouvelle fonctionnalité, donc c'est les modélisations qu'on va pouvoir faire et mettre à disposition des utilisateurs. Ils vont pouvoir donc éventuellement manipuler leurs données que l'IT aura mis à disposition, mais aussi éventuellement rajouter leurs propres sources de données. D'accord, enrichir les données de la part d'un utilisateur. Tout à fait, ouais. Ok. Et ça, c'est quoi ? C'est du libre service C'est du libre service pour les utilisateurs, donc ils sont un peu libres au sein de cet espace. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, manipuler cette donnée, l'enrichir, un accès à ces données. D'accord. Manipuler les données, souvent quand on parle à l'informatique, c'est quelque chose qui leur fait un peu peur. Donner l'autonomie aux utilisateurs, il n'y a pas des risques ? Alors, je vois, vous êtes en train de faire référence peut-être au Save à Excel, c'est-à-dire que les utilisateurs vont un peu dans la solution, et puis ensuite ils font un export des données, et puis ils commencent à travailler. Et en fait, le problème quand on fait ça, c'est que ça sort du domaine d'expertise, de gouvernance de l'IT. Donc justement, là, l'idée, c'est dans DataSphere, on met à disposition des utilisateurs dans cet espace, en fait, les tables, les modèles, les vues qu'ils ont le droit de manipuler. Ils peuvent les enrichir éventuellement, venir charger leurs propres données. Ils peuvent créer leurs propres modèles. Et il y a aussi un élément qui est important, c'est qu'ils ont à tout moment la capacité donc, de voir en fait, la traçabilité, le lineage de leurs données. Ils sont capables de comprendre d'où viennent ces données, comment ont été calculés ces KPI. Donc il y a vraiment une grande richesse dans cette solution-là. Ils ont cette flexibilité et un accès en libre service, tout en gardant et en donnant la possibilité à l'IT de garder cette gouvernance centralisée, cette simplification de l'environnement, de la complexité qu'a évoqué tout à l'heure
Émilie sur justement des environnements hybrides, multi-cloud. Et là, en fait, au sein de DataSphere, on peut faire tout ça. Donc, en fait, la capacité de récupérer donc à la fois le data lineage et toute cette partie aussi, le contexte métier, la logique business. Donc ça, c'était vraiment, j'espère que c'est plus clair par rapport à vous. Donc en fait, il n'y a pas ce save à Excel, on reste dans DataSphere et à la fois on répond aux besoins de l'IT en termes de gouvernance de données, simplification de l'environnement et puis aux besoins des utilisateurs finaux qui ont besoin d'une flexibilité plus large tout en ayant accès à des données métiers fiables. D'accord. Et accéder aux données métiers fiables, il y a la partie cataloguing aussi qui est mise à disposition. Voilà, c'est ça. Donc en fait, tout ce que je viens de décrire, c'est effectivement des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités de cataloguing qui sont présentes dans DataSphere. Donc c'est-à-dire que j'ai parlé de data lineage, donc de traçabilité. J'ai parlé aussi de contexte métier. On va avoir un dictionnaire commun des définitions, donc à la fois au niveau des dimensions, des KPI. On va pouvoir aussi suivre la qualité des données. Donc tout ça, en fait, c'est des fonctionnalités de data cataloging qu'on va pouvoir utiliser. Ensuite, avant que vous me parliez de cette partie de Save as Excel, il y a donc la modélisation. En termes de modélisation, on a créé donc une nouveauté, c'est donc l'analytical model. Ça nous permet de répondre à des problématiques un petit peu plus importantes en termes de, par exemple, agrégation d'exceptions, de faire des mesures calculées ou restrictives. On a aussi mis en place ce qui s'appelle, on va dire, la temporalité, c'est-à-dire que voir nos dimensions en fonction d'une certaine date de référence. D'accord ? Et donc tout ça, c'est vraiment ce qui constitue un moteur analytique, enfin, la sophistication d'un moteur analytique avancé. Enfin, j'allais oublier un dernier point, c'est donc le data marketplace. Donc le data marketplace, c'est dans DataSphere. Vous allez avoir accès à la fois à des sources de données, des fournisseurs de données, il y en a plus de 3000. Et vous allez donc pouvoir, certains sont gratuits, certains sont payants, vous allez pouvoir y souscrire pour vous les approprier. Et de la même manière, vous allez pouvoir, au sein de DataSphere, donc via ce data marketplace, partager des données, par exemple, dans certains espaces de manière interne, donc entre différents espaces, vous allez pouvoir partager ces données, mais aussi avec le monde extérieur pour éventuellement monétiser vos données, si jamais il y a des données que vous voulez partager avec vos fournisseurs, les suppliers, ou même avec le monde extérieur plus particulièrement. Donc ça, je pense que ça couvre déjà bien un peu l'ensemble des différentes fonctionnalités, des nouveautés qui sont présentes dans DataSphere. D'accord. On voit bien la notion d'usine de données, effectivement, entre autres avec la partie marketplace, dans laquelle on a un point central pour faire tout ce qu'on veut avec la donnée. C'est très intéressant. Je crois que maintenant, on va voir, vous allez présenter certaines des fonctionnalités sous forme de démo. Tout à fait, ouais. Donc j'ai préparé quelques démonstrations. Donc la première fonctionnalité que je souhaitais vous montrer, donc c'était celle que j'ai évoquée, donc qui nous vient en fait de Data Intelligence, qui est donc la réplication, le flux de réplication. Donc en fait là, je vais aller me connecter donc ici sur mon système DataSphere, et donc je vais créer un nouveau flux de réplication. Okay, donc ce flux de réplication, je vais avoir donc une source je vais choisir en fait ma source de connexion. Donc je vais aller sur un système par exemple S4HANA Cloud et je vais ensuite choisir donc mes containers. Là, comme le disait Émilie, je vais choisir mes CDS qui sont en fait les nouveaux extracteurs et je vais choisir certains objets par rapport à ces CDS. Donc là, ici, ce qui m'intéresse par exemple, c'est toute la partie billing. Donc je vais récupérer plusieurs éléments. Donc on n'est pas seulement sur du 1 à 1, on peut choisir plusieurs éléments. Je les importe. Et maintenant, en fait, on voit qu'il est en train de charger ces différents éléments. J'ai des fonctions de projection éventuellement pour sélectionner, faire des filtres. J'ai aussi donc, la possibilité donc, maintenant de choisir ma cible. Donc, je vais aller écrire dans DataSphere. On voit qu'automatiquement, donc, tous les objets sont créés. Je vais pouvoir aussi dans la partie Settings, donc je ne le montre pas là, mais vous pourriez aussi choisir si vous faites un Initial Load ou un Delta Load. Et donc ensuite, maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de venir, donc là, on va écrire directement dans DataSphere, les objets sont créés automatiquement, toutes les parties billing sont créées automatiquement. Et donc, je vais pouvoir sauvegarder donc, ce flux de réplication, le déployer. Donc là, je le sauvegarde, je mets un nom. Voilà. Et ensuite, je le déploie. Et comme on est sur une partie donc, d'initial load uniquement, ça va s'exécuter qu'une seule fois. Mais si on était en réplication avec du delta, ensuite, en fonction des modifications, on verra en fait ces modifications qui seront poussées. Donc là, je vérifie le temps d'exécution. On voit que la réplication est en train de commencer. Je vais rafraîchir. Et là, on voit que la réplication est terminée. Donc l'initial load est terminé. Et on a pu donc exécuter donc, ce flux de réplication. Donc vraiment très très simplement, on voit ici donc, le flux de réplication. Quand est-ce qu'il a été déployé? Et encore une fois, si j'étais dans un flux de réplication avec du delta,
ce flux de réplication serait exécuté et dès qu'il y aurait une modification qui serait faite sur mon système S4HANA Cloud, elle serait répliquée, elle serait poussée dans le système, donc ici en l'occurrence sur SAP DataSphere. Ensuite, donc ça c'est pour la partie réplication. Donc maintenant je vais vous montrer, donc, comme le disait Émilie tout à l'heure, il y a toute une partie, donc, la logique métier, les CDS, qui sont vraiment la richesse, cette logique métier qu'on met en fait l'intelligence qu'il y a dans nos données. Ce qu'on voit souvent, c'est que nos clients sortent la donnée et ils la recopient en perdant en fait cette metadata et ils sont obligés de la répliquer, d'accord? Donc ils vont la copier chez un hyperscaler. Donc non seulement ils ont répliqué la donnée, mais en plus, ce qu'ils font souvent, c'est, on l'a dit plusieurs fois, ils sont obligés de refaire toute cette logique métier. Il peut y avoir des erreurs, c'est extrêmement coûteux en termes de temps, donc c'est pas quelque chose qu'on souhaite faire. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est au lieu de repartir, de reconstruire de zéro en faisant une réplication, ce qu'on peut faire, donc, c'est importer en fait des flux de données. Donc c'est ce qui s'appelle le modèle transfert. D'accord ? Donc là, je vous montre une deuxième démonstration. Donc là, j'ai différentes connexions. J'ai à nouveau mon système S4HANA Cloud. Donc là, je vous montre juste en fait les différents éléments de cette réplication, de cette connexion, pardon. Donc là, on voit qu'elle est enablée pour les remote tables et donc la partie import des modèles. Donc là, je vais faire en fait un import de ce modèle. Donc je vais maintenant dans le repository, j'importe une entité. Je vais sélectionner donc mon système SAP HANA Cloud. On voit qu'on pourrait faire du on-premise ou du BW Bridge. Je choisis mon espace, qui est ici mon espace France. Et je vais choisir donc ma connexion, la fameuse connexion sur le système S4HANA. Là, ici, je vois donc mes CDS. Donc, je vais choisir une CDS qui s'appelle donc sur les produits, typiquement. Et je sélectionne donc cette iProduct. Donc là, maintenant, on voit à nouveau, je vois qu'il y a toutes les CDS qui composent en fait cette CDS iProduct. Il y en a 23 ici. Et donc, je les importe. Et comme on va le voir, en fait, l'import est en cours. Il va créer en fait en remote, en fédération, il va créer ces 23 objets, toutes ces fameuses CDS. Il va être capable donc de les récupérer. Et donc en fait, non seulement j'ai récupéré la CDS composée en fait qui regroupe ces 23 éléments, mais là je vais vous montrer. Donc je vais aller dans mon espace, je vais dans les business entities, je vais récupérer donc les fameux produits. Et quand je clique sur les produits, ici, je peux voir des données. Donc, je vais pouvoir prévisualiser les données. Donc, on est vraiment sur une fédération. Donc, les données n'ont pas été répliquées. On voit, on a récupéré l'ensemble des CDS. On voit les différentes mesures. Je pourrais rajouter des indicateurs ici. On a nos fameux, donc, les attributs. Donc, ici, j'ai 144 attributs avec les noms techniques, les noms business, tous les identifiants. Si j'avais des paramètres d'entrée, si j'avais des key definition, des hiérarchies, des associations, par exemple, par rapport aux produits, pour récupérer d'autres choses. Et on a aussi donc, le lineage, la traçabilité qui est disponible ici. Donc si je vais regarder maintenant comment a été créée cette CDS, avec les fameux 23 éléments, on voit ici les produits qui proviennent des différentes CDS. Donc tous ces éléments, tous ces CDS qui composent cette CDS composée, ont été aussi répliqués. On a récupéré aussi en remote toute cette partie-là. Donc là, vraiment, on voit que tout ça s'est fait nativement dans DataSphere. On est capable de répliquer en fait vraiment la CDS, mais non seulement on récupère tous les éléments et vraiment tout le contexte métier pour vraiment comprendre comment elle a été créée. Ensuite, j'ai parlé donc, j'espère que tout ça c'est clair pour vous. Tout à fait. Ok. Maintenant, un autre élément que je voulais vous montrer, donc c'est toute la partie qui est les analytical models. Donc là, on est vraiment dans l'intégration entre DataSphere avec SAP Analytics Cloud. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est, donc là, on a créé un modèle analytique. Donc, je vais dans la partie Data Builder. Donc, je crée mon modèle analytique. J'ai accès à différentes tables, différentes vues. Donc, je vais glisser-déposer, donc ici, une table. Et on voit, je peux rajouter donc, tous les attributs, toutes les mesures, et à la fois les dimensions associées. Donc ça nous crée ici une fact table, enfin une fact source, pardon, avec ici différents éléments. On peut rajouter éventuellement des mesures calculées, des mesures restreintes. On pourrait venir ici rajouter des variables ou mettre des filtres en place. Et puis, par exemple, sur le produit, je vais pouvoir aussi rajouter des dimensions associées. D'accord ? Donc on rajoute les product managers, les produits catégories. Et ça nous permet donc de vraiment explorer en fait toute la logique métier, tout le contexte métier des données.
je peux prévisualiser mes données directement dans la solution sans avoir besoin d'aller directement dans SAP Analytics Cloud. Je vais rajouter donc, par exemple les Opportunity ID, récupérer la currency. Et donc, en fait, on voit qu'on a récupéré ici donc, nos données. Donc, on est capable de les prévisualiser. On a créé un modèle analytique qui pourra être consommé par SAP Analytics Cloud. Et enfin, donc on l'a dit plusieurs fois, et vous m'aviez posé la question tout à l'heure, toute la partie data catalogue. Donc là, c'est vraiment enrichir la donnée, les métadonnées qui seront au sein de DataSphere. Donc là, je vous montre, je suis donc dans la partie catalogue de DataSphere. Donc on voit ici, je peux créer des catalogues, des tags hiérarchie. J'ai un monitoring qui me donne les différents systèmes connectés et l'extraction. Donc on va pouvoir donc, créer ici des termes au niveau des glossaires. Donc je vais créer par exemple, dans le glossaire finance, je vais créer un terme qui est les mutual funds. Je vais rajouter différentes catégories à laquelle il appartient. Je peux rajouter donc des keywords, je peux rajouter des synonymes. Et bien entendu, je vais pouvoir mettre une définition, si ça l'intéresse, c'est que les utilisateurs vont se connecter et ils verront la définition de mutual fund pour mieux le comprendre. De la même manière, je peux faire la même chose sur des KPI. Donc là, ici, je crée un KPI, ce qui est la rétention, par exemple, de mes clients. Je mets les catégories, je mets des synonymes, je mets des keywords. Et puis surtout, je peux mettre des thresholds par rapport à ces données. Donc si, par exemple, j'arrive à garder au moins 20% de mes clients, c'est bon. Si je dépasse ce threshold, je souhaite pouvoir le signifier. Et enfin, donc, ici, dans les hiérarchies, je peux créer des hiérarchies tags. Donc, je vais mettre des tags, par exemple, sur le tag financier. Je vais mettre des codes couleurs là, sur le client. Je vais mettre le nom du client, par exemple, son numéro de compte. Et à tout moment, donc, je vais pouvoir donc, venir ensuite mettre et gérer ces différents tags de hiérarchie pour les ajouter sur les termes que j'aurais créés dans ce data catalogue. Okay. Enfin, une fois qu'on a terminé, je vais publier en fait, ces éléments dans le glossaire et les mettre à disposition des utilisateurs. Donc là, je me mets dans la position d'un utilisateur de ce catalogue. Lui, il va faire une recherche. Il cherche par exemple ses ventes. Il voit les différents éléments. Il peut voir donc, les assets. Il peut voir les KPI, les termes. Là, ici, je vais sur les assets. Je vais avoir différents tags. Donc, par exemple, le tag, je veux des données excellentes. Je veux avoir des informations qui seraient une story. Donc, éventuellement, je vais récupérer des stories qui ont été récupérées depuis nos systèmes SAP Analytics Cloud. Et là, j'ai le lineage, c'est-à-dire que je suis capable de comprendre comment a été créée la vue sur laquelle est construite cette story. Je vois les différents éléments qu'ils constituent et je peux même donc aller vraiment explorer. Si je veux comprendre d'où viennent mes données BW, je le vois ici. Okay. Et à tout moment, quand on est sur cette story qui est référencée, je peux aller revenir dans SAP Analytics Cloud pour ouvrir en fait ce fameux tableau de bord de Sales and Order que je cherchais avec une simple recherche depuis DataSphere. Donc voilà, j'ai montré ces quatre démonstrations. Donc tout d'abord la partie réplication, ensuite la partie transfert d'un modèle en récupérant les entités. Ensuite, je vous ai montré donc, toute la partie analytical model donc, qui nous permet d'être consommé avec SAP Analytics Cloud et la partie catalogue qui nous permettent vraiment de créer ce dictionnaire à la fois en termes de données, de dimensions, de KPI, mais aussi des assets. Comme on l'a vu, je suis capable de aussi référencer donc, les assets qui proviennent de SAP Analytics Cloud pour les avoir directement dans le data catalogue qui est disponible dans DataSphere. Donc, j'espère que ça. Très intéressant, merci. On voit mieux, en tout cas, moi, je vois mieux un petit peu comment ça fonctionne. Là, vous avez mentionné plusieurs fois SAP Analytics Cloud. SAP Analytics Cloud, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est en 2 mots? Oui. Et surtout, l'intégration avec DataSphere. Tout à fait. Donc, SAP Analytics Cloud, c'est vrai que je l'ai cité plusieurs fois, c'est vraiment notre solution de data visualisation, mais pas seulement. Il y a toute une partie planning et analyse prédictive avancée. Il est vrai qu'il y a vraiment des liens très très forts entre DataSphere et SAP Analytics Cloud. C'est-à-dire qu'ils sont faits pour fonctionner ensemble. Et l'analytical model, comme j'ai dit, c'est vraiment une solution, c'est un modèle analytique qui est destiné à être utilisé avec SAP Analytics Cloud. Et il y a toute la partie planning, par exemple, quand vous réécrivez votre planification, elle peut être écrite directement dans SAP DataSphere. Bien entendu, DataSphere, donc là il y a une intégration native très forte entre ces deux solutions, mais DataSphere reste aussi ouvert au monde extérieur, agnostique entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait connecter d'autres outils de BI tierces qui ne seraient non SAP à SAP DataSphere, typiquement avec des appels API. D'accord, donc là on est vraiment sur une solution qui peut fonctionner de manière indépendante, avec ses capacités de data fabric, de récupération du contexte en particulier sur les données SAP. On peut le combiner avec l'outil de BI de SAP, mais ce n'est pas obligatoire, puisque effectivement ce qu'on voit sur les marchés,
c'est quand même des outils de BI, il y en a beaucoup, et SAP, même si c'est un grand acteur de BI, ce n'est pas le seul. Non. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la roadmap Datasphere? Quels sont les grands axes d'investissement sur lesquels SAP investit? Alors presque tous, mais tout ce que j'ai cité. Mais donc, il va y avoir déjà plus de fonctionnalités en termes de transformation de la donnée, donc les flux de transformation quand on va charger la donnée. J'ai parlé des flux de réplication. Donc en fait, on a un certain nombre de sources et de cibles qui sont disponibles actuellement. Donc il va y avoir, on va rajouter en fait plus de sources, plus de cibles dans ces fameux flux de réplication. J'ai évoqué donc SAP Analytics Cloud il y a un instant, donc il y a une amélioration qui va être apportée aussi dans l'intégration, tout particulièrement sur la partie planning. Et puis ensuite, en termes de modélisation, donc on va améliorer aussi, on va rajouter de nouvelles fonctionnalités sur la partie modélisation, l'intégration donc aussi avec BW Bridge, c'est-à-dire que par exemple avec les key figures non cumulatives, et puis en termes aussi de data cataloging, on va aussi rajouter de nouvelles fonctionnalités. Ensuite, il y a toute la partie facturation à l'heure au lieu du mois, qui va nous permettre aussi de rajouter plus de flexibilité à nos clients, nos utilisateurs, et pour leurs utilisateurs. Et par exemple, pour répondre à des besoins de pics de calcul en fonction de période de l'année, ou par exemple, entre les différents espaces, vous pourriez tout à fait imaginer que demain, la finance va avoir besoin de plus de capacité, et on va leur donner cette capacité, une priorité supérieure par rapport à d'autres espaces. Donc voilà, en quelque sorte, un petit peu tous les éléments de la roadmap. On a aussi pas mal de partenariats, et comme l'a dit Émilie tout à l'heure, il y a ce partenariat qui a été annoncé avec Google. Il y a d'autres partenariats en termes de data cataloging avec Collibra, Confluent, avec la partie streaming, DataRobot, Databricks pour la partie machine learning. Il y a beaucoup de partenariats qui sont en train de se mettre en place et qui vont avoir des améliorations en fait, dans leurs fonctionnalités. Merci Raphaël. C'est une grande aventure qui continue en quelque sorte avec Datasphere pour permettre de libérer la donnée pour les clients et pour les utilisateurs SAP, mais surtout non SAP, puisqu'il y a de plus en plus de volume de données. Pour les clients qui veulent en savoir plus, qu'est-ce que vous avez à proposer? Alors, à votre disposition, vous avez bien entendu des formations, des vidéos disponibles, la documentation. Et il faut savoir que depuis, donc, je crois, le 25 mai, il y a une formation qui est disponible gratuitement sur OpenSAP sur le sujet de Datasphere, que vous pouvez suivre. Il y a aussi un événement qui sera organisé donc, le 22 juin avec Sensio Karamba, un de nos partenaires, sur ce sujet-là. Il y a des places qui sont disponibles. Et si vous avez toute autre question, bien entendu, vous pouvez aussi contacter votre interlocuteur commercial. Merci. L'événement du 22 juin avec Sensio Karamba, c'est un événement de hands-on. Vous allez voir sur vos écrans, vous avez déjà vu sur vos écrans apparaître un lien avec un QR code qui permet automatiquement d'accéder à la page d'enregistrement, d'inscription. Donc n'hésitez pas à vous inscrire du coup. Merci Raphaël, merci encore Émilie pour cet échange. J'espère que vous avez trouvé réponse aux questions que vous vous posiez et que vous comprenez un peu mieux les fondamentaux de l'outil SAP Datasphere, comment répondre à ces besoins de libérer de la donnée avec cette Business Data Fabric. Vous pouvez toujours continuer à interagir via nos experts, via le chat. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.